Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour la toute première fois au sein de cette belle et grande chaîne de télévision BC Télévision pour une nouvelle émission, Lingo RDC. Lingo qui signifie simplement un objectif que nous tous sommes appelés à atteindre, celui de la République démocratique du Congo, mais revêtu de sa belle robe, de sa belle réputation et de sa belle aura. Et pour ce faire, nous allons commencer à aborder plusieurs sujets liés à l'actualité, au développement, mais aussi en ce qui concerne le côté socio-politique de la République démocratique du Congo. Ces derniers jours, il y a un sujet qui a défrayé la chronique, vous le savez, il s'agit de celui lié à la décentralisation. Et pour ce faire, nous avons le plaisir et le privilège d'avoir sur ce plateau Maître Soudi Alimassi. Je vous dis bonsoir Maître. Bonsoir Blaise. Vous êtes à l'aise dans votre fauteuil, surtout en rapport avec les sujets? Absolument, surtout quand je vous rencontre sur le plateau, je sais que les téléspectateurs et l'opinion sera édifiée par l'avis d'experts. Merci beaucoup Maître. Nous évitons souvent de débattre sur le plateau sur des considérations purement politiques. Nous pensons qu'il faudra à tout prix édifier nos populations par les avis d'experts. Et vous le faites bien et je suis heureux et à l'aise. Merci beaucoup Maître, je suis très flatté. Alors, comme vous êtes un expert, en tout cas, ça je le dis, je vous ai eu depuis plusieurs années, près de 20 ans pratiquement, et vous avez vraiment forgé vos armes dans ce domaine particulier qu'est celui de la décentralisation, un domaine très compliqué. Dites-nous d'abord, selon la lettre et l'esprit du constituant, d'où est venue l'idée d'évoquer cette décentralisation en République démocratique du Congo? De manière vague, nous savons que c'est un processus par lequel on essaie de rapprocher les administrés des administrateurs, du moins. On essaie de rapprocher les gouvernés des gouvernants, s'il faut être beaucoup plus clair. Mais alors, c'est à quel moment qu'on a jugé bon, nous en République démocratique du Congo, de faire usage de cette décentralisation? Merci beaucoup. Votre question est pratiquement très vaste parce qu'il remonte même à l'histoire de notre pays. Je pense que la décentralisation a été expérimentée dans notre pays même pendant la période post-coloniale et précoloniale. Avant l'indépendance, il y a eu beaucoup de simulations de provinces qui sont passées de 6 à 11, etc., etc. Cet exercice avec les colonisateurs, c'était dans le souci toujours de ramener le gouvernement près du gouverné. Après notre indépendance, il y a eu beaucoup d'autres tentatives. L'émission n'a pas assez de minutes, sinon j'allais rentrer dans chaque cas, comment on l'a amorcé et quelles ont été les raisons de l'échec de l'amorce de ce processus de décentralisation. Alors, la dernière tentative date de 1982. Elle a été appelée la décentralisation du professeur Vondouawe et qui, au regard de celle que nous pratiquons aujourd'hui, je crois que les débats, je me souviens à l'époque lorsqu'on avait lancé la présente réforme, on avait fait beaucoup de discussions avec le professeur. Moi, je lui disais que sa décentralisation, c'était une forte déconcentration. Parce qu'en 82, nous avons expérimenté dans notre pays, sous l'initiative de la loi Vondouawe, un État centralisé qu'on appelait, entre guillemets, fortement, un État unitaire fortement décentralisé, en 1982. Et lorsque vous voyez, nous avons assisté à une décentralisation classique.
Mais le pouvoir central avait toutes les compétences de se substituer à tout moment, ce qui fait que la population et même les gouvernants qui étaient dans cette décentralisation ne se sentaient pas dans la peau de la libre administration. C'est comme ça que vous allez voir, lors des discussions des Sun City, les gens avaient pensé que, compte tenu de l'étendue du pays, et après cette expérience de 82, il faudra absolument qu'il y ait des concepts, des principes qui puissent renforcer davantage cette décentralisation-là, de manière à permettre aux entités décentralisées d'avoir une certaine autonomie et avoir la possibilité de se gérer par ce qu'on appelle comme principe clé. Beaucoup de gens n'en font pas cas, le principe de libre administration. Ce principe est venu augurer une autre ère de la décentralisation dans notre pays. La libre administration veut tout simplement dire la possibilité pour une entité de se faire diriger par ses propres dirigeants. Et dans ce cas, on a annexé celui de l'autonomie administrative et financière. Là, je parle des entités les plus bas, mais il y a une très 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 grande notion qui a été aussi introduite dans cette réforme, c'est celle du régionalisme politique. Le régionalisme politique, il est situé au niveau des provinces, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les abus qu'il y a, et je peux même relever certaines entorses de la loi ici, parce que je suis parmi les rédacteurs et je sais dans quelle mesure certaines défaillances ont été introduites dans ces lois-là, il n'y a pas de tutelle entre le pouvoir central et les provinces. Et c'est ça la caractéristique la plus sensible de cette dernière décentralisation. Donc le pouvoir central ne détient pas le pouvoir de tutelle sur les provinces. La seule instance où les provinces peuvent échanger avec le pouvoir central, c'est au sein de la conférence des gouverneurs. Et lorsque vous lisez cette loi, et même dans la Constitution, on dit le pouvoir central représenté par le président de la République et les membres du gouvernement central, de l'exécutif national, discutent avec les gouverneurs de province sur les politiques à édicter. Donc ici, on est ici au niveau des concertations. Donc il n'y a pas un acte de subordination. Il n'y a pas de relations de subordination. Malheureusement, quand vous lisez la loi sur la libre administration des provinces, il y a une... je peux appeler ça... un laisser-aller, une brèche. Je cherche les thèmes qui ne soient pas trop forts. Une faille, merci de m'avoir prêté les mots, où on a essayé de mettre le gouverneur de province comme représentant du pouvoir central en province. Maître Nuanson, c'est du pouvoir central ou du président de la République? Non, il est représentant du pouvoir central en province. Et ça viole le principe de libre administration. Ah bon? Parce que le gouverneur de province, jouissant de la libre administration, l'esprit du constituant avait voulu que le gouverneur de province ne puisse avoir aucune instance de subordination vis-à-vis de l'exécutif national. Et il a prévu qu'il y ait, en cas de divergence, qu'il y ait échange autour de la conférence des gouverneurs devant le président de la République. Alors, il y a eu beaucoup de discussions lors de l'élaboration de la loi. C'est là où on a même introduit la notion de l'investiture par le président, parce qu'il y avait beaucoup plus la peur de la désintégration. De voir de petits dieux naître dans les provinces. Et tout ça, lorsque vous voyez l'investiture du président de la République, ce sont des choses qui ont été, à l'époque, peut-être j'évite de citer les noms de ces personnalités qui ont insisté pour qu'on mette cela, mais selon les principes, l'esprit du constituant, c'était qu'on ait des gouverneurs de province qui gèrent en toute indépendance et qu'en cas de problème, l'instance constitutionnelle, la conférence des gouverneurs. Mais aussi, il y a eu des garde-fous
constitutionnelle, là où on donnait la possibilité à la Cour des comptes et à l'inspection générale des finances de contrôler la gestion financière des provinces. Ce sont des garde-fous qui sont constitutionnels. Mais pour le reste, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été introduits. Je comprends, maître. Voilà. Je comprends votre difficulté à dire un certain nombre de choses sur la place publique. Tout à fait. Les devoirs de réserve. J'ai compris ces devoirs de réserve très utilement mis en exergue par vous. Et je comprends que maître Soudi Alimassi a toujours été un fervent défenseur de cette sorte d'autonomisation, d'une certaine manière, des provinces. Oui. Mais alors, il existe ce que nous appelons, de par votre discours, comprenons que vous pensez réellement que les entités territoriales décentralisées doivent jouir d'une certaine identité. En tout cas, ce que j'ai cru entendre. Quelles sont les idées prises telles quelles en République démocratique du Congo? Et quels sont les mécanismes mis en place par la loi pour créer des entités territoriales décentralisées? Merci beaucoup, Blaise. D'abord, les entités territoriales décentralisées dans notre pays, au regard de la Constitution, sont la ville, la commune, les secteurs et la chefferie. La ville, la commune, les secteurs et la chefferie. La ville, elle se trouve être soit le chef-lieu d'une province ou une entité qui a au moins 100 000 habitants, selon les prescrits de la loi. La commune, c'est pratiquement une composante d'une ville, tout naturellement, ou encore on a cherché à résoudre les problèmes des anciennes cités qui ont disparu avec la promulgation de la Constitution de 2006. Okay. Cette Constitution n'ayant pas prévu le district, parce que c'est la plupart des districts qui ont été constitués en nouvelle province. Donc la notion de district a disparu. Automatiquement aussi, au regard de la Constitution de 2006, la notion de cité a disparu. Or, les cités, c'était totalement des agglomérations hétérogènes. Par agglomération hétérogène, il faut comprendre où il n'y a pas une seule ethnie ou une seule tribu, où vivent les gens de plusieurs tribus, plusieurs ethnies, mais qui avaient acquis à l'époque, conformément à la loi de 98 et celles qui ont précédé celle-là, les statuts des cités. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver des mécanismes pour récupérer ces cités-là qui n'étaient pas naturellement dans les milieux, pour la plupart les milieux urbains. Voilà pourquoi on a élargi la notion de la commune. D'aucuns appellent abusivement commune rurale. Nous avions proposé qu'on inscrive carrément la commune rurale et la commune urbaine. Encore arrivé au niveau du Parlement, on a voulu seulement que ça soit commune. Bon, la volonté des législateurs, on leur a laissé les choix. Mais en réalité, il y a une commune urbaine et une commune rurale. La commune rurale, c'est la solution que nous avons pu apporter à l'époque pour résoudre la problématique des cités. Alors, il s'est posé beaucoup de questions. À côté de ces cités qui étaient jadis déjà connues, il fallait quand même prévoir des modalités pour les officialiser comme communes. Sinon, on dirait tout simplement dans la loi, toutes les anciennes cités deviennent des communes. Alors, par précaution, on a dit qu'il faudrait qu'on vérifie, qu'on mette quand même un certain nombre de critères pour que ces anciennes cités deviennent des communes. Aussi, dans le même ordre d'idées, il y avait certaines entités de fait qu'on appelait les postes d'encadrement administratif. Les postes d'encadrement administratif, c'était dans un territoire, il y a des agglomérations qui, au fur et à mesure, évoluaient avec
la démographie particulièrement et les activités à la fois économiques et d'autres d'ordre purement social, il fallait absolument qu'il y ait un agent de l'État là-bas pour permettre à ce que dans les anciens territoires qui étaient décentralisés, les anciens territoires comme entité étaient décentralisés avant la réforme. Ok. Et donc ça permettait à l'administrateur du territoire de bien coordonner les activités, la gestion de cette entité-là, à ce niveau où cette agglomération s'est transformée par la démographie et par les activités économiques, etc., etc. On appelait ça poste d'encadrement administratif. Alors, il y a des postes d'encadrement administratif qui, eux aussi... Qui avait qui à sa tête comme animateur? Est-ce qu'il y avait un animateur particulier? On l'appelait le chef de poste d'encadrement administratif. Ok. Alors, ces entités, de fait aussi, à un moment donné, accéder aussi à ces critères, pouvaient aussi accéder à ces critères. Comme ça qu'on a dit, à un moment donné, on fixe les critères de manière à ce que toutes les entités qui vont remplir ces conditions-là, et où il y a la nécessité de mettre en place une commune de manière à ce qu'il soit administré par des personnes élues, peuvent être érigées en commune. Et quelles sont les conditions? Il fallait que l'entité ait d'abord, parce que la première condition, c'était un critère démographique. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de gens. Et on a fixé ça à au moins 20 000 habitants. Très bien. Donc on regarde les anciennes cités. Quelle est la cité qui a au moins 20 000 habitants? Ça rentre dans les critères. Et c'était prioritaire pour les anciennes cités qui fonctionnaient déjà comme cités. On regarde aussi les autres, et parmi lesquels ces postes d'encadrement administratif. L'entité qui, par sa viabilité, sa démographie d'au moins 20 000 habitants, pour devenir une commune. Premier critère. Le deuxième critère, en dehors de tout chef-lieu de territoire, le deuxième critère, c'était la viabilité. L'entité doit être viable. On ne peut pas créer un mort-né. Il faut qu'il y ait quand même des activités économiques, qu'il y ait quand même la possibilité pour les dirigeants qui vont être là d'avoir des recettes, des infrastructures qui peuvent leur permettre de fonctionner, de tourner. Parce que d'avoir des recettes, vous dites aussi? Oui. Ah bon? Parce que la commune, au-delà de l'exécutif, il y a les conseils communaux. Les conseils communaux sont naturellement constitués des élus qui doivent travailler à côté de l'exécutif où on trouve les bourgmestres. Et donc, il y a des organes qui sont assimilables aux institutions provinciales et aux institutions nationales. C'est le diminutif de toutes ces institutions-là, et là on les appelle les organes. Et pour que ces organes fonctionnent bien, il faut qu'il y ait des infrastructures, qu'il y ait des activités économiques qui permettent à ceux qu'ils aient les moyens pour constituer leur budget en termes de ressources propres qui puissent leur permettre de fonctionner. On a exigé maintenant, après avoir rempli ces critères-là, on a exigé à ce qu'il y ait un avis conforme, qui veut tout simplement dire un avis favorable de l'Assemblée provinciale de cette province-là. Ok. Un des éléments capitaux. C'est parmi les éléments clés. Ça peut remplir toutes ces conditions. Si l'Assemblée provinciale n'est pas d'accord, cette entité ne peut pas devenir une commune. Alors, qui est habilité au niveau du pouvoir central à proposer ces communes-là pour qu'elles soient érigées comme telles par un décret du Premier ministre? C'est le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Donc, toute cette démarche que j'ai expliquée ici, des vérifications des critères, des recueillements, de la possibilité de recueillir l'avis favorable de l'Assemblée provinciale, ainsi de la vérification de la viabilité, ainsi de suite, c'est le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions qui mène toutes ces démarches. Okay. Et à l'issue de toutes ces démarches, dès qu'il aura réuni tous ces éléments et tous les documents exigés, en ce moment-là, il propose au Premier ministre la signature du décret portant création d'une commune.
Ok. Voilà comment ça se passe. Très bien. Alors maître, puisqu'on est, on est pratiquement en train d'évoquer l'actualité et j'ai le privilège et la chance de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes un expert en la matière, on ne peut plus dire ce que vous avez fait, mais vous avez contribué énormément dans la rédaction d'un certain nombre de textes liés à la décentralisation. Nous évoquons un cas qui défraie la chronique, lequel cas a même nécessité que le ministre de la décentralisation soit interpellé au niveau de l'Assemblée nationale par les élus nationaux. Il s'agit du cas Minembwe. Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que vous avez travaillé, je vais peut-être le rappeler à l'endroit de nos téléspectateurs, Maître Soudi Alimassi a été plusieurs fois conseiller au ministère de l'Intérieur. Il a participé à plusieurs travaux d'élaboration de plusieurs lois sur la décentralisation. Je ne voudrais pas parler d'un certain nombre d'aspects liés tout simplement à ce qui concerne l'administration de la République démocratique du Congo. Mais quand est-ce que Minembwe a fait la vedette? Est-ce de manière contemporaine ces derniers jours ou bien avant? Merci beaucoup. Le cas de Minembwe, c'est un cas que je connais très bien. Un cas que j'ai eu la possibilité d'examiner et de traiter, comme vous l'avez dit, comme conseiller de l'ancien ministre d'État, ministre de la décentralisation, de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières de l'époque. Je parle ici du général Denis Kalomé Numbi. Il est vivant. Je suis heureux aujourd'hui de parler d'un sujet comme celui-là, parce que dans ce pays, les hommes éclairés, ils réfléchissent à l'avance. Et la manière dont il avait abordé ces processus, je l'affirme, parce que j'étais son conseiller, je suis son collaborateur jusqu'à aujourd'hui. Et il avait prévu qu'un jour arriverait ce qui est arrivé aujourd'hui. Ah bon? Et il a amorcé ce processus avec technicité. Et peut-être les gens auront l'occasion de le découvrir aujourd'hui. Minembwe était d'abord un poste d'encadrement administratif. J'ai expliqué les postes d'encadrement administratif ici. Et ça date de la période avant la rébellion du RCD. 98. Voilà. Et donc, à l'arrivée de la rébellion, si vous suivez dans la subdivision politico-administrative de la rébellion, Minembwe a été érigé en territoire. Et l'érection de Minembwe en territoire avait sur place posé beaucoup de problèmes parce que d'abord, au moment du fonctionnement du territoire des fêtes, parce que c'était un territoire des fêtes, utilisé par la rébellion de l'époque du RCD, il s'est posé déjà le problème d'empiètement des limites de ces territoires, qui est une entité qui était créée dans les autres territoires. Ok. Alors, comment nous allons le découvrir? C'est lorsque les accords de Sun City sont clôturés, et ces accords qui ont abouti à la promulgation de la Constitution. Il y a eu beaucoup de revendications de certaines personnalités, de certaines communautés, qu'on devait, dans la réunification, maintenir Minembwe comme territoire. Alors, pendant cette période-là, après la promulgation de la Constitution, nous étions au ministère de l'Intérieur. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, mon ministre de l'époque avait proposé qu'il y ait beaucoup d'émissions, parmi lesquelles j'en ai effectué beaucoup, dans cette partie du territoire, pour vérifier si c'était possible que ces territoires soient maintenus comme tels. On est arrivé sur place, il y avait beaucoup de divergences des communautés et on a vérifié qu'il y avait effectivement une longue étendue qu'on avait accordée à cette entité et que la créer comme territoire porterait préjudice à 3 territoires qui sont pratiquement tout autour des Minembwe. Et on est rentré, il y avait un rapport au gouvernement que ce n'était pas possible. Et pendant la même période, on avait interpellé mon ministre à l'Assemblée nationale pour expliquer cette question. Il a expliqué cela en détail, que c'était pas possible
parce que, compte tenu des éléments que j'ai pu donner. Quelque temps après, on a promulgué la loi sur les entités territoriales décentralisées, qui a donné maintenant la possibilité d'analyser, conformément aux conditions que j'ai décrites ici, si Minembwe pouvait aussi devenir une commune. Mon ministre de l'époque avait encore déclenché d'autres missions, et à côté de ces missions, il y avait une instruction, enfin lui comme ministre est à l'intérieur dans ses attributions, qui a le pouvoir conformément à la loi. Il avait sollicité à ce que toutes les assemblées provinciales de la République, à l'issue de la promulgation de la loi sur les entités territoriales décentralisées en 2008, qu'ils puissent lui faire des propositions des entités à ériger en commune pour résoudre la question des cités qui étaient gérées jadis aussi, je crois, comme des entités décentralisées, et qu'il fallait maintenant qu'ils puissent rapidement être gérées, sinon c'était une sorte de petite léthargie que nous puissions passer à la vitesse supérieure. Et dans cette démarche, il y avait aussi la question de la résolution de la problématique des Minembwe. Et voilà qu'à cette période-là, on va demander à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, comme les autres assemblées provinciales, de nous faire les propositions. Dans les propositions de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, nous allons recevoir l'avis de conformité, l'avis favorable sur les communes à créer. Et dans cet avis-là, il n'y avait pas Minembwe. Okay. Et l'Assemblée provinciale nous dira que, la superficie que voudrait prendre Minembwe touchait 3 provinces. 3 territoires, excusez-moi. Deuxièmement, ces limites empiétaient les chefs-lieux de certains secteurs ou chefferies qui sont tout autour. C'est que la loi interdit, toujours à l'article 46, la loi sur les ETD. Et troisièmement, il y avait un problème sérieux du nombre de populations. Les populations qui vivaient à Minembwe n'avaient pas atteint 20 000 habitants au moins, conformément à la condition de la loi. En ce moment-là. Voilà pourquoi, pendant cette période, si vous voyez les documents qui étaient restés dans les propositions des communes à ériger, il n'y avait pas Minembwe. Je crois que le premier décret signé en ces termes par le premier ministre Mouzito, il n'y avait pas Minembwe. Alors, il va se passer quelques années. Une évolution, et quelques temps après, personnellement comme expert et un des gardiens de la mise en œuvre de la décentralisation, j'étais surpris d'apprendre qu'il y avait un décret qui était signé, je crois, vers 2015, où Minembwe s'y trouvait. J'ai été très curieux. Et lorsque je suis entré en contact avec le dit décret, j'ai trouvé que le décret avait fait allusion à la résolution de l'Assemblée provinciale que nous avions demandé comme motivation pour permettre aussi, à côté des autres nouvelles communes du Sud Kivu, qu'on parle aussi des Minembwe. Mais cette résolution n'a pas parlé des Minembwe. Okay. C'est là que je parle qu'il y aurait un faux en circulation. Je parle d'un faux décret en circulation. C'est-à-dire que le décret là de 2015 qui a fait allusion à Minembwe, et dans les motivations on a évoqué la résolution de 2009 qui a été donnée par l'Assemblée provinciale. Cette résolution de l'Assemblée provinciale Sud Kivu n'a pas fait allusion à Minembwe, mais on l'a évoqué puis on a inséré Minembwe. C'est une sorte de dol. Et je crois que dans les débats qui se passent au niveau de l'Assemblée nationale, il ne faut pas qu'on politise tout. Il faut qu'on remette les choses dans leurs aspects purement techniques. La première des choses à faire, et j'ai apprécié la déclaration du président de la République qui a parlé d'une commission, mais je pense que ce n'est pas une commission de beaucoup d'experts, de beaucoup de scientifiques qui peuvent s'embrouiller dans la théorie. C'est une question d'experts en la matière. Dénicher le faux qui est en circulation,
Et comme le président de la République est le chef de l'exécutif, comme il a dit, il annule, donc le Premier ministre devra automatiquement prendre un décret de surséance ou d'annulation. C'est le Premier ministre qui doit le faire. Absolument, parce que ce décret a été signé, le décret qui pose problème a été signé par le Premier ministre le Premier ministre de 2015, je crois que ça devait être le Premier ministre Matata. Donc, il faut qu'on anéantisse d'abord ces décrets qui portent ces germes. Deuxième élément, envoyer tout simplement les experts du ministère de l'Intérieur. C'est de leurs compétences qui vont travailler avec la province du Sud Kivu pour aller vérifier les choses sur terrain, sans état d'âme, sans passion. Ce que j'apprécie dans votre discours, maître, c'est que, je crois que les téléspectateurs l'ont remarqué, on ne parle pas des populations. Ah non. On parle des entités territoriales décentralisées. Oui, mais qu'est-ce vient faire la population, les populations, tout ça ici? Non. Au fait, il y a une crème de politiciens qui, de part et d'autre, se tentent des pièges et les gens tombent dans ces pièges-là. Il n'y a pas un problème de population ici, de nationalité, d'origine de X, d'origine de Y, non. Il y a une élite qui lutte pour cette fraude, par exemple, et qui peut facilement être contrecarrée par la technicité. La technicité, c'est quoi? Que dit la loi? L'article 46 de la loi sur les entités territoriales décentralisées de 2008. On va à Minembwe. Première condition, est-ce que dans l'ancien poste d'encadrement administratif, parce qu'il ne faut pas aller dans l'ancien territoire, c'était un territoire de fait. Mais Minembwe existait comme un poste d'encadrement administratif. Dans l'ancien poste d'encadrement administratif, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème de limite. Il y a combien d'habitants? On vérifie. Si c'est moins de 20 000, le débat est même clos. Bon, maintenant, il parle de 36 000. Voilà, mais on va le vérifier. Parce que 30 000 en vertu de quoi? Je préviens que si quelqu'un peut se baser, par exemple, sur les chiffres de la CENI, il se trompe. Moi, je suis allé m'enrôler à Kindu. Mais je ne vis pas à Kindu. Mais si on comptabilise la population en fonction du nombre d'enrôlés de Kindu, je suis dedans. Moi, je suis habitant de Kinshasa. Ce sont des éléments sur lesquels il tout à fait. Donc ce n'est pas s'attarder. Ça, c'est déjà une fausse piste. La vraie piste, c'est les recensements administratifs. On va voir dans les limites de l'ancien poste d'encadrement administratif. S'il y a plus de 20 000 habitants, le premier critère est rempli. On va maintenant regarder où se trouvent les anciennes limites du poste d'encadrement administratif. On vérifie conformément à la loi. Est-ce que ça n'empiète pas un chef-lieu d'un secteur ou un chef-lieu d'une chefferie? Si ça n'empiète pas, le deuxième critère est rempli. Maintenant, avec tous ces éléments certifiés, la commission doit aller déposer ces éléments à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Une question qui me revient pratiquement à l'esprit, maître. Oui. Si l'Assemblée provinciale ne se prononce pas, il n'y a pas de commune. Est-ce que le ministre ou le membre du gouvernement provincial peut s'arroger ces droits-là d'aller... Non. Si l'Assemblée provinciale ne se prononce pas, il n'y a pas de commune. C'est une condition de fond. Ok. Alors, si le débat ne fait pas allusion à cette condition-là, alors il devient un débat stérile. L'avis conforme, l'avis favorable de l'Assemblée provinciale, c'est une obligation légale. Je disais critères population, critères limite, une fois réunis, on doit soumettre ces deux éléments à l'Assemblée provinciale. Rentrons un peu dans le secret des dieux, maître, parce que vous étiez dans la commission d'élaboration de cette loi. Pourquoi vous avez donné autant de pouvoir à l'Assemblée provinciale? Quelles étaient les motivations pour que celle-ci puisse se prononcer? Je me souviens du débat. Le débat était entre la compétence du ministre national de l'Intérieur, qui est ici à Kinshasa, chef-lieu des institutions, par rapport à ce genre de décisions qui, aujourd'hui, vous le voyez, déjà, ça pose problème, et la compétence des élus provinciaux qui, eux, ont été élus comme représentants de leurs entités au sein de ces mêmes provinces. Okay. Qu'adviendrait-il si une décision est tout simplement prise à Kinshasa
de manière incontrôlée contre la vie de la population. Et nous avons pensé que cette population est valablement représentée par ses élus au sein de cette institution provinciale. C'était très bien réfléchi. Et aujourd'hui, en cette matière, vous ne pouvez pas vous réveiller à Kinshasa, vous créez une entité dans une province sans avoir l'aval des élus provinciaux. Je vous rappelle que dans notre introduction de cette émission, je vous ai dit que nous sommes dans un régionalisme politique. En réalité, il n'y a pas de tutelle du pouvoir central sur les provinces. Les provinces doivent être consultées sur des questions qui concernent la gestion de leurs terres. Et ici, nous sommes dans un cas d'illustration. Le pays est un, mais ici, toutes les instances nationales sont des instances de coordination. Les vrais gestionnaires de nos populations sont les chefs des entités territoriales décentralisées. Même les provinces sont des instances de coordination. Ok. Voilà. Alors, puisque vous parlez de... Permettez que je revienne un peu, ça me fait plaisir d'entendre cela de vous. Vous restez réellement dans votre logique, votre philosophie d'autonomisation. Alors, que répondriez-vous à ceux qui pensent que le ministre de l'Intérieur a la largesse de suspendre les assemblées provinciales? Vous l'avez déjà dit, mais je voudrais quand même que vous puissiez éclairer notre lanterne quant à cela. Parce que plusieurs assemblées provinciales sont suspendues. Et des fois, on sent que le ministre, quand il rouvre ces assemblées, c'est en quelque sorte, il leur dit, mais attention les gars, si vous faites toujours la même bêtise, ok, je bloque encore. Oui, je comprends que la pratique a permis à ce que certaines mesures conservatoires soient prises, mais il n'y a aucune base juridique. Ah bon? Ah oui. Quelle est la base juridique? On va vous dire maintien de l'ordre public. Maintien de l'ordre public. Mais dans maintien de l'ordre public, les assemblées provinciales sont des organes délibérants. Et au regard de la particularité de notre régionalisme politique, aujourd'hui, différemment à ce qui a été fait comme décentralisation en 82, nous avons des institutions politiques en province. Il n'y a aucune base juridique qui, sur le plan procédural, permet cela. Mais, en fait, il y a toujours une brèche à laquelle on recourt souvent pour des raisons de maintien de l'ordre public. Ok. Mais sur le plan fonctionnel, légal, il n'y a aucune base juridique. Moi, personnellement, si elle fonctionnait normalement, cette décentralisation, il n'y aurait pas ces gens d'actes. Alors, quelle est la santé de la décentralisation en République démocratique du Congo? S'il faille que vous puissiez, comme un médecin, essayer d'évaluer son état de santé, que diriez-vous? Je peux dire qu'elle est un peu malade. Le processus est un peu malade. Parce que les gens, au lieu d'être dans le suivi de la mise en œuvre de la décentralisation, il y a plus de considérations politiques et politiciennes qui priment sur le processus lui-même. À mon avis, je considère qu'il y a un vide institutionnel. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Il y a une structure qu'on appelle les comités interministériels de pilotage de la mise en œuvre de la décentralisation. Cette structure est présidée par le Premier ministre. Et je crois que son vice-président, c'est le ministre de la décentralisation, le ministre de l'Intérieur et les autres ministres sont membres. Je peux vous poser la question, vous êtes journaliste politique d'investigation. De mémoire, j'ai jamais entendu. Je peux vous dire que près de 3 gouvernements qui sont passés, une réunion dans ce sens-là. Aucune réunion de ces comités. J'ai jamais entendu ça, oui, c'est vrai. La décentralisation, ce ne sont pas des déclarations. Quand on dit par exemple qu'il y a un ministre en charge de la décentralisation, c'est en quelque sorte les défenseurs des entités décentralisées. Parce qu'il y a toujours dans tous les pays, et l'expérience du monde révèle que dans la décentralisation, dans le processus, il y a une résistance toujours du pouvoir central vers les entités décentralisées. La résistance des transferts de compétences. Oui. Des ressources. Et dans les ressources, il y a les finances, il y a les ressources humaines. Deuxième élément ramassé au hasard. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a une confusion dans la fonction publique,
nationale, provinciale et locale. Or, la Constitution et les lois sont claires là-dessus. Il y a une confusion, il n'y a pas encore de transfert effectif des ressources humaines. Il y a des divisions qui doivent disparaître des provinces. Des chefs de division qui doivent devenir des directeurs généraux ou de, je ne sais pas, de ces anciennes divisions de ces ministères qui, au regard de la décentralisation, doivent disparaître des provinces. Ça alourdit l'administration provinciale inutilement. Oui, une compétence exclusive des provinces ne peut plus avoir un chef de division là-bas. Mais qui va vous entendre maintenant? Les gens sont presque dans le nuage. Le processus doit avoir ses propres défenseurs au sein des institutions. Et le premier défenseur, c'est celui qui est au niveau de l'exécutif national, qui doit être le défenseur de ces entités-là. Et ça doit suivre les événements que nous suivons dans les provinces, Congo central, je ne sais pas, telle province, les guerres entre assemblées provinciales et gouvernements provinciaux. L'arbitre, le premier arbitre, c'est lui qui est en charge de cette question au niveau du pouvoir central et qui doit mettre en mouvement les autres. Mais j'ai remarqué malheureusement que c'est plus dans les conflits de compétences. Oui. C'est lui qui est à l'intérieur, c'est lui qui a tout ça. Et à un moment donné, ça commence à nous pousser à quoi qu'il faudra absolument fusionner les deux pour permettre à ce que les choses marchent convenablement. Et la solution, ce serait quoi? Puisque nous sommes en train d'aller pratiquement vers le gouffre, visiblement avec cette histoire des provinces, il y a des motions qui planent. Lorsqu'on n'est pas suffisamment rémunéré, semble-t-il, on essaie de faire l'équipe, voir s'il y a une autre qui va venir. Finalement, du coup, on est sous la pose du gouverneur. Ainsi. Mais finalement, quelle est la solution? La solution, c'est d'abord qu'il y ait un leadership fort dans le processus de suivi des mises en œuvre. Et moi, je crois que le président de la République doit organiser beaucoup de conférences des gouverneurs pour lui permettre à lui-même de combler ses vides institutionnels dans le cadre de suivi de la mise en œuvre du processus. C'est la plus grande réforme de notre pays parce qu'elle touche à tous les secteurs de la vie nationale. Okay. Finances, administration, éducation, santé, agriculture. C'est la plus grande réforme. Deuxièmement, supprimer toutes ces structures d'appui qui sont nombreuses et qui dévient les ministères. Il n'y a plus un seul processus. Apparemment, on a l'impression qu'il y a plusieurs processus. Et la structure que je vous ai citée ici, des suivis des mises en œuvre, c'est pour harmoniser les éléments de mise en œuvre. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des éléments contradictoires entre les ministères de la fonction publique et les ministères des Finances. Entre les ministères des Finances et les ministères de la Santé. Entre les ministères de la Santé et les ministères de l'Éducation. Or, c'est ces comités-là où ces choses doivent être discutées régulièrement, qu'on harmonise la mise en œuvre. Okay. Troisièmement, il faut laisser les institutions provinciales fonctionner. Parce qu'on a mis des garde-fous au niveau de la Constitution et au niveau de la loi, où le président de la République, il lui appartient à lui seul de révoquer même un gouverneur de province, de suspendre une assemblée provinciale. Donc en cas de dérapage, crise institutionnelle telle que définie par ce texte, le président de la République peut agir. Donc pour moi, il faut qu'il y ait beaucoup de réunions de comités interministériels de pilotage, présidés par le Premier ministre. En tout cas pour moi, ça doit exister chaque semaine. Okay. Deuxièmement, beaucoup de réunions de conférences des gouverneurs où le président de la République lui-même s'imprègne avec ses services du fonctionnement des institutions et des problèmes qui se posent et il donne les orientations comme le chef national de l'exécutif. Okay. Et garant des institutions en vertu de l'article 69. Merci beaucoup, maître. Il y a d'autres solutions, malheureusement, on n'a pas assez de temps. On n'a pas suffisamment de temps, mais je sais qu'après cette émission, il y aura beaucoup de questions qui vont naître venant des téléspectateurs et maître est disposé, j'ose le croire, maître, à venir apporter des lumières vis-à-vis de ces questions. Je vous en prie. Merci beaucoup pour cette excellente équipe technique qui a coordonné cette émission sur BSC Télévision. On se fixe rendez-vous pour la prochaine semaine, parce que c'est une émission par semaine, et qui se voudrait permettre à ce que l'on puisse s'imprégner des réalités qui rongent la République démocratique du Congo, ou bien qui permettront à cette belle République démocratique du Congo d'aller de l'avant et toujours être aussi puissante qu'elle l'est. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Très bonne suite des programmes sur BSC Télévision. Au revoir.
Merci.